Peut-être pour commencer du coup et pas monopoliser la parole, je vais commencer par vous demander, Noklan et puis Marcia, de vous présenter, de nous expliquer dans quel champ vous entreprenez, quelle est votre activité finalement, et quels sont vos arguments commerciaux dans cette activité. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Noklan et je suis la fondatrice et directrice des Valoristes. Et les Valoristes, qu'est-ce que c'est ? C'est une manufacture de mobilier et un atelier d'insertion qui va être basé à Gagny, dans l'est de la Seine-Saint-Denis. Et nous, en fait, on poursuit deux objectifs. Un objectif déjà qui est social, parce qu'on va accompagner des personnes très éloignées de l'emploi à résoudre leurs problématiques. Souvent, ces problématiques sociales, elles sont des freins à l'emploi. Ça peut être des problèmes de logement, d'endettement, de santé. Et on va leur apporter également, leur offrir un emploi en insertion en tant qu'agent valoriste, où ils vont acquérir des compétences et des connaissances sur des métiers qui sont porteurs ou en tension, comme la logistique, l'artisanat, le BTP, l'économie circulaire. L'idée, c'est de leur permettre de reprendre confiance en eux, de s'insérer dans une dynamique, de construire un projet professionnel et de développer en fait leur employabilité. Et on poursuit aussi un objectif environnemental, puisque nous, on collecte en fait des déchets bois qui sont issus de l'ameublement ou des chantiers BTP, et on va valoriser en fait ce bois pour en faire du mobilier. On fait ce qu'on appelle donc de l'upcycling. Et ce mobilier, en fait, on le propose à des entreprises et des collectivités qui ont des besoins en aménagement et qui souhaitent aussi s'inscrire dans une démarche RSE ou répondre à des obligations réglementaires dans le cadre de clauses sociales ou de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Voilà. Merci beaucoup. Marcia, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marcia de Carvalho et je suis fondatrice des Chaussettes Orphelines et Chaussettes Solidaires. C'est un projet qui a commencé en 2014 dans les tiroirs de mes enfants en essayant de faire quelque chose de toutes ces chaussettes que tout le monde connaît. Et à cette occasion, j'étais donc invitée par la ville de Paris à participer au Grand Prix de la création, parce que je suis styliste à la base. Et c'est grâce à ces petits objets insolites que j'ai décidé de faire toute une collection. D'abord, je fais des manches, des chapeaux, des bonnets, etc. Et quand on a présenté cette collection au salon de l'Hôtel des Villes, ça a eu un très bon succès. Et j'ai vu qu'effectivement, cette idée, elle était capable de fédérer. Et c'est comme ça que petit à petit, j'étais déjà installée dans les quartiers de la Goutte d'Or. Et donc, ça a été tout naturel de développer cette démarche. On avait ouvert notre atelier aussi dans ces quartiers pour les personnes qui étaient isolées socialement. Donc d'abord, c'était une démarche pour créer un espace agréable où les gens pouvaient venir se familiariser avec l'idée de recycler et aussi de tout simplement être bien avec les autres. Petit à petit, on a eu beaucoup de succès parce que c'est une idée quand même qui est dans l'air du temps de recycler. Et à la fois, on parle de quelque chose de léger parce que, voilà, quand on donne des chaussettes, en général, les gens ont le sourire parce qu'ils se débarrassent et puis c'est drôle. Et c'est juste qu'on a commencé à recevoir des quantités trop importantes. Et soudain, c'était impossible de continuer à faire ça de façon artisanale. Donc, on a trouvé un procédé avec des ingénieurs pour transformer tout ça en fil. Et depuis 2014, nous avons un fil, donc c'est un procédé assez innovant de transformer cette matière en fil et refaire derrière de nouvelles chaussettes, des sacs, toute une collection des vêtements. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure.
Merci beaucoup. Alors maintenant que vous avez une meilleure idée de qui nous sommes, je vous propose d'entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, oser entreprendre pour la transition écologique et solidaire. Pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur sur cette envie d'entreprendre, le dernier baromètre France Active, qui s'occupe particulièrement de l'entrepreneuriat des jeunes, nous apprend en 2022 que plus d'un jeune sur deux déclarent avoir cette envie d'entreprendre. Ça, c'est pour les jeunes. On sait aussi que pour les personnes qui sont déjà lancées dans des carrières, il y a aussi en ce moment une très forte quête de sens. Voilà, des gens qui s'interrogent sur l'impact de leur activité quotidienne et qui se réorientent, qui ont envie de se réorienter, de lancer des projets d'entrepreneuriat après avoir travaillé pendant plusieurs années. Voilà, donc ça, c'est un peu le panorama global de cette envie d'entreprendre et donc de cette audace qui est, en plus on le voit aujourd'hui dans ce salon, quand même une qualité assez partagée et très présente en Île-de-France. Voilà. Maintenant, s'attaquer à des enjeux, encore une fois, aussi forts que les enjeux sociaux, donc la fracture sociale qui peut exister sur le plan national, mais évidemment en Île-de-France, les enjeux écologiques très forts, le gaspillage dans différents champs de production, donc textile, qui est une industrie particulièrement productrice et polluante de fait, pareil pour l'ameublement, etc. Enfin voilà, il y a vraiment des champs dans lesquels il y a des solutions existantes, mais peut-être aussi à inventer. Je me tourne peut-être vers vous dans un premier temps, Noclane. Pour vous, donc entreprendre, ça a déjà été une démarche, j'imagine, qui vous a demandé pas mal de courage. Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur pour vous attaquer à ces sujets-là? Parce qu'en plus, votre projet, mais d'ailleurs votre projet à toutes les deux, combine les deux dimensions, c'est-à-dire à la fois une approche sociale, d'inclusion, et puis le développement d'une solution à un problème environnemental très fort et une solution qui relève de l'économie circulaire, finalement. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous dans votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors moi, sur mon parcours, il n'a pas été très linéaire. Parce qu'à la base, moi, quand j'étais jeune, j'ai entrepris des études d'art plastique. J'étais passionnée par l'art urbain. Et puis, j'ai pas pu continuer pour des raisons financières et personnelles. Et moi, pour rebondir, je travaillais dans la restauration, je travaillais dans la vente, dans les métiers d'accueil, d'assistanat. Puis après, je me suis tournée vers les ressources humaines. J'ai réentrepris un master en gestion des ressources humaines. J'ai travaillé dans différents secteurs, éditeurs de logiciels, start-up, etc. Et puis en parallèle, il y a plus de 12 ans, en fait, j'ai commencé à avoir des engagements bénévoles auprès d'associations de lutte contre la pauvreté, lutte contre le chômage. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, ce qu'était l'économie sociale et solidaire, l'insertion sociale. Et pour moi, en fait, l'insertion sociale, c'est placer l'être humain au cœur d'une activité, créer du lien, créer de la valeur et partir, en fait, du potentiel de la personne. Et ces associations, ces structures d'insertion au quotidien, elles font un travail formidable avec peu de moyens. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a donné envie d'entreprendre. Mais je n'ai pas entrepris tout de suite. J'ai mis 7 ans. 7 ans à avoir du courage, à oser. J'y pensais, en fait, pendant 7 ans, j'y ai pensé matin et soir. Et je me donnais toujours des barrières. J'ai un enfant, un nouveau travail, un deuxième enfant, je suis pas légitime, je suis pas assez capée, je sais pas. Et puis à force de ruminer, passé un certain âge, quand on approche la quarantaine, on se dit c'est maintenant ou jamais, sinon je vais finir comme la personne frustrée au bureau. Qui trouve plus de sens à ce qu'elle fait, et j'avais pas envie de ça, en fait. Et donc j'ai pris ce courage, j'ai osé, je me suis donné un deal. Je me suis dit je te laisse un an, et si dans un an il n'y a rien de concret, j'abandonne, mais au moins j'aurais essayé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée moi sur le terrain. Je suis allée rencontrer ces associations, ces entreprises d'insertion. Je suis allée voir ce qui se faisait, ce qui existait. Et moi, j'avais envie de proposer, en fait, dans le territoire où j'habite, qui est le 93, une offre complémentaire de ce qui existe, soit pour des bénéficiaires en insertion, soit pour des clients. Et il n'y avait pas, sur le territoire où je suis, donc côté Grand Paris, Grand Est, il n'y a pas d'activité en termes d'économie circulaire. Donc, c'était déjà un premier point de départ. Et puis, j'ai commencé aussi à m'intéresser à qu'est-ce qui produit autant de déchets.
le déchet du bâtiment. Donc à partir de ces portes, des fenêtres de bâtiments réhabilités, qu'est-ce qu'on peut faire? Le déchet du bâtiment, chaque année, c'est plus de 200, du BTP, c'est plus de 220 millions de tonnes de déchets qui sont générés. Et qu'est-ce qu'on en fait? On incinère, on brûle, on enfouit. On n'a pas vraiment de solution. Et en même temps, je me disais, quitte à créer aussi une structure, autant le faire sur une activité qui me plaît et qui soit fun. Et moi, le design, créer, en fait, avoir une activité manuelle, ça me bottait bien. Et je me suis renseignée aussi ce qui se faisait en France. Et puis, il y a des structures qui sont précurseurs, qui fabriquent donc du mobilier à partir de déchets bois. Et je me suis dit, tentons, allons-y. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est hyper intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'en fait, on se dit parfois pour entreprendre, il me faut une idée géniale, il faut que j'invente un truc qui n'existe pas. Et ce qui est très intéressant dans votre démarche à vous, Noclan, mais aussi dans la vôtre, Marcia, dont vous allez nous parler dans un instant, c'est qu'en fait, vous partez des besoins d'un territoire, des besoins sociaux, d'enjeux sociaux, et plutôt que de se dire, mais en fait, moi, je vais partir un peu de l'extérieur, proposer quelque chose, vous partez des besoins et vous diagnostiquez un peu quelle pourrait être votre place et quel pourrait être votre impact, et vous créez la solution à partir de ça. Ça me fait une transition parfaite vers votre parcours à vous, Marcia. Vous êtes partie d'un besoin, je pense, auquel on a tous été confrontés à un moment de notre vie, c'est-à-dire cette éternelle chaussette qui reste en sortant de la machine à laver. Il y a toujours une malédiction de la chaussette perdue qui arrive dans une troisième dimension inconnue. C'est ça. Il y a peut-être un phénomène paranormal derrière ça, mais bon, vous allez nous dire du coup de quoi il retourne. Et pour vous, dans votre parcours aussi, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a amené à identifier ce besoin et puis décider aussi de créer la structure et l'activité qui permet d'y répondre. Oui, alors c'est très intéressant d'être ensemble avec Noclan parce que nos structures, elles sont vraiment très proches à la peut-être que seule différence, c'est que ça soit un peu notre matière première, parce que toutes les deux, nous travaillons à la fois pour des questions d'environnement et des sociétés. Moi, ce qui m'a animée dans cette démarche sociale, c'est que, en fait, je suis brésilienne, je suis née au Brésil, un pays qui est un pays très riche, mais très riche aussi en inégalité sociale. Et depuis que je suis très jeune, j'étais très choquée par cette inégalité. Et quand j'étais à l'école, j'ai appris les philosophes de la lumière et ça m'a totalement éclairée. J'ai dit, mais c'est génial. Enfin, ça, je suis plutôt en train de vous expliquer comment j'ai atterri en France. Mais une fois ici, au Brésil, j'avais fait des études de sociologie parce que quand on est très jeune, parfois on a ces élans magnifiques d'avoir envie de changer le monde. Tant mieux quand on est adolescent. Et puis après, ça me manquait l'aspect un peu créatif. Donc en France, je fais des études de mode. Et aujourd'hui, avec ces projets, j'arrive à associer mon ADN, cette chose qui est vraiment cette envie d'apporter ma pierre à l'édifice de ce qui est social. Évidemment, la question environnementale, très importante. Et puis, les côtés baguette magique. Transformer les crapauds en princes, transformer la chaussette. Là, c'est le moment. Voilà, des jolis objets, parce que ça, c'est du fil. Tout ça, c'est du fil recyclé. Voilà, c'est du fil recyclé à partir des chaussettes avec lesquelles on arrive à faire donc des sacs, des housses d'ordinateur, des chaussettes, évidemment, tout ça. Il y a plein de choses, hein, mais je fais un peu marchande là, la petite chaussette, etc. Et alors, pour revenir à l'histoire d'entreprendre, proprement dite, pour moi, je n'ai pas eu besoin du tout de courage. C'était juste naturel. Peut-être qu'aussi parce que, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans des questions psychanalytiques sur le pourquoi et du comment, mais le fait est que j'ai décidé de monter ma boîte et je suis très contente de l'avoir fait, même s'il y a eu des moments, des grosses galères. Je commençais très tôt. Enfin, j'avais 28 ans quand j'ai monté ma première entreprise. Tout de suite après, je suis tombée enceinte. J'habitais dans un studio. C'était tout en même temps. Et tout s'est bien passé.
Et du coup, je pense je trouve que ton exemple, il est génial d'aller voir quel est le marché, quels sont les produits, en accord avec ce qu'on aime, en accord avec nos capacités et nos envies, c'est super bien. Et surtout, je trouve qu'entreprendre, c'est pas si compliqué finalement. C'est pas si compliqué parce que de toute façon, dans la vie, rien n'est facile. Et être salarié, c'est pas facile. Et entreprendre, c'est pas évident. Mais avec une bonne dose d'optimisme et de persévérance, parce que je trouve qu'à entreprendre, il y a vraiment la question de la persévérance. Quand on dit qu'il faut avoir les reins solides, effectivement, mais après tout, il faut des reins solides pour tout, hein, même pour supporter des choses qu'on n'a plus envie. Donc entreprendre, finalement, c'est pas si difficile que ça. Il faut y croire tous les jours, et notamment dans les moments de grandes difficultés, parce que ça arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, mais on s'en sort. Merci beaucoup pour ce discours déjà très encourageant. Comment est-ce que, Marcia, vous avez intégré la dimension solidaire, vous, à votre projet? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que du coup, on voit le résultat très, très beau. Vous aurez peut-être des clients en plus à la fin de cette masterclass. Mais comment est-ce que vous intégrez cette dimension-là, vous? Pour les clients, c'est chaussettesorphelines.com. Pour vos cadeaux de Noël, bon, fini la pub. La partie sociale et solidaire, c'est qu'en fait, je commençais à animer ces ateliers dans la Goutte d'Or pour les personnes du quartier. Petit à petit, on m'a demandé de faire des ateliers dans des centres d'hébergement d'urgence. Je suis allée. C'était super. Après, je suis partie dans un centre encore plus grand qui était à Montigny-les-Bretonneux. Et là, en faisant mes ateliers créatifs, on était dans une visite à Versailles, une visite guidée superbe et tout. Il y a une femme qui m'appelle et qui me dit « Marcia, c'est vraiment super, on te remercie. Mais en fait, pour s'en sortir de cette galère où nous sommes, il faut qu'on travaille. » Et j'ai dit « Oui, certes. » Et je suis partie avec cette idée. Et il y avait quelques années auparavant, j'avais créé un chantier d'insertion. Et là, je me suis dit, mais il faut que je recrée quelque chose de long terme qui capacite les personnes à travailler derrière. Et c'est comme ça qu'on a recréé donc cette formation qui s'appelle Mode d'emploi recyclé, qui est ouverte à tous, car financée entre autres par la région et qui nous permet donc de former 25 personnes à chaque 10 mois. Et d'ensuite faire de notre mieux pour trouver des partenaires pour que ces personnes puissent aller travailler et on a de très bons résultats. Voilà, donc c'est comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment besoin que je suis sensible à cette cause. Donc la chose, elle s'est passée step by step, en commençant par animer des ateliers, après en faisant pour plus de gens et après en écoutant les gens et les besoins. Merci beaucoup. Pour notre public, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a peut-être plusieurs pistes qui commencent à se dégager là, sur cette démarche d'entrepreneuriat appliquée à la transition écologique et solidaire. Déjà, il y a un truc qui me frappe en vous écoutant, c'est aussi que vos parcours d'entrepreneurs, c'est des parcours de vie finalement. Puis en plus, vous êtes toutes les deux des femmes. Alors, on ne va pas refaire la masterclass précédente qui portait sur l'entrepreneuriat féminin, mais on sait bien qu'il y a vraiment des enjeux propres aussi à l'entrepreneuriat lorsqu'il est porté par des femmes. Et puis, il y a vraiment, je pense, une piste qui se dégage aussi de façon de plus en plus affirmée en vous écoutant, qui est vraiment le fait de partir des besoins qui sont à la fois vos besoins à vous dans votre parcours de vie. C'est-à-dire, j'ai besoin de mon activité, j'ai besoin d'être flexible aussi sur mon activité, d'être ma propre patronne, voilà. Et puis vous partez aussi des besoins, et puis c'est intéressant parce que assez souvent c'est des besoins très locaux, quoi. C'est en fait au bout de ma rue, je constate que là il y a un problème, qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle et avec qui je peux m'allier surtout localement pour trouver cette solution et puis la développer, puisqu'en fait on voit que ça progresse aussi au fur et à mesure qu'on trouve les bonnes personnes localement pour déployer ces solutions. Moi, je me pose une question et je vous la pose du coup. Est-ce que au quotidien, dans vos activités,
Le fait de porter ces projets, donc vous avez un produit, vous vendez quelque chose, vous avez une activité qui est vraiment économique, commerciale. Est-ce que ces deux dimensions, donc économie circulaire et le fait que vous apportez aussi une solution solidaire, est-ce que pour vous c'est des arguments? Est-ce que c'est un avantage pour vous sur les marchés dans lesquels vous opérez? Comment est-ce que vous déployez? Est-ce que au contraire vous en parlez pas trop parce que finalement vous avez plutôt envie qu'on s'intéresse à la qualité de ce que vous produisez et pas tant que voilà. Mais je suis curieuse de vous entendre sur le sujet. Peut-être Noklan dans un premier temps. Alors oui, je pense qu'en fait être une entreprise d'insertion et avec une activité d'économie circulaire, c'est un vrai plus. Nous en fait, dès le début, on savait qu'entreprendre sur des sujets comme la solidarité, le social, l'environnement, ça allait être en fait quelque chose de colossal. Et en fait, on ne peut pas réussir seul. Et ça, il faut le faire avec d'autres structures, d'autres parties prenantes, des partenaires institutionnels, les pôles emploi, les missions locales, d'autres associations. Et il fallait qu'on les embarque en fait tout de suite dans notre projet. Et donc ça veut dire embarquer, ça veut dire communiquer, ça veut dire dialoguer, ça veut dire apprendre à travailler ensemble, comment faire pour aider tel ou tel public. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Et je pense que aussi dans notre modèle en fait économique, chiffre d'affaires, subventions, on se doit aussi d'être transparent en fait dans nos activités. L'argent, enfin on peut pas rigoler quand on a eu des subventions de la part de l'État. On rigole pas avec l'humain, avec l'environnement. Et ça, je pense que c'est hyper important. Après, aux yeux des entreprises qui achètent notre mobilier, c'est qu'elles vont aussi participer à un projet qui va être aussi local, parce qu'en achetant, on va créer et sauvegarder des emplois qui ne vont pas être délocalisables. Nous, on fabrique à partir en fait, de déchets qui sont locaux. C'est pas un mobilier qui a été fabriqué en Chine avec du bois, du plastique, puis importé ici. Donc c'est vraiment en fait, je pense, c'est une plus-value que d'être à la fois sur ces deux activités-là, le côté solidaire et le côté environnement. Et pour vous, Marcia, dites-nous, est-ce que c'est un argument, est-ce que c'est un plus dans vos relations avec vos parties prenantes, vos clients, vos éventuels partenaires? C'est sûr que c'est un plus. C'est un plus pour nous qui travaillons dans ces structures. Et c'est en plus pour nos partenaires, entreprises, consommateurs. Finalement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont tellement contents de contribuer. Qui n'est pas content de contribuer aujourd'hui? Tout le monde a envie de faire quelque chose. Ah, il a une question? Donc, est-ce que vous êtes content de contribuer? Bon, mais voilà, j'ai répondu, donc on passe à la deuxième étape. Peut-être juste avant de passer, parce qu'en plus on avait démarré avec 5 minutes de retard, donc je crois qu'on a un tout petit peu de rab, si vous le permettez. Peut-être, Noklan, vous disiez quelque chose qui est très important aussi, je trouve, c'est que on ne peut pas s'engager non plus seul dans ces démarches. Vous avez parlé des interlocuteurs locaux avec lesquels vous avez dû travailler, mais vous avez aussi été accompagné dans le cadre d'un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui s'appelle Émergence et qui est en plus un programme ciblé, fléché pour les projets qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet accompagnement? Quel a été l'impact de cet accompagnement pour vous? Oui, alors en fait, les Valoristes a été lauréat du programme Émergence France Active sur la Seine-Saint-Denis sur l'édition 2021. Et juste pour resituer, France Active, c'est un réseau qui accompagne et finance des porteurs de projets engagés. C'est un accompagnement qui a duré environ 9 mois et on a travaillé sur différentes thématiques. Il y avait des ateliers, différents sujets. Ça allait de qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est une politique de la ville, comment on fait un budget prévisionnel, un plan de financement. Donc on était vraiment... Ce qui était en fait intéressant, c'était cet accompagnement qui dure 9 mois avec des mentors, avec des experts, des intervenants qui étaient des professionnels sur le sujet.
Et moi, je pense qu'en fait, sans ce programme, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, parce que ça permet de s'ouvrir à un réseau, ça c'est hyper important. Ça permet d'être mise en relation avec d'autres entrepreneurs, d'avoir leur retour d'expérience. Dans l'économie sociale et solidaire, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on a toujours en fait des entreprises, des dirigeants qui sont disponibles pour partager en fait leur expérience. Ouais. Et puis sur le programme, en fait, c'est vraiment sur 3 points essentiels. Ce que c'est l'ancrage territorial, on parle de besoins locaux, on l'avait dit. Comment aussi challenger le modèle économique, quelle est la meilleure option? Est-ce que ça va être, je sais pas, une association, une SAS, voilà. Et puis également, on travaille sur la gouvernance. Donc c'est vraiment 3 thématiques qui sont assez importantes, je pense, quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Voilà, dernière piste aussi, je pense, à retenir, c'est que effectivement, il y a des programmes de ce type qui existent pour accompagner des gens qui ont envie de se lancer. Là, on vous parle d'émergence parce qu'en l'occurrence, Noclan y a participé, et puis c'est un programme qu'on soutient, nous, la région, dans le cadre de notre politique de soutien à l'entrepreneuriat et de soutien au développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Mais voilà, c'est aussi important de se rapprocher de ce type d'acteurs-là, qui peuvent aussi vous donner les clés pour vous lancer, calibrer votre projet, vous mettre en contact avec les bonnes personnes, etc. Avant de vous laisser la parole pour des questions, j'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil pour les personnes dans cette salle qui auraient envie de se lancer, qui auraient envie d'entreprendre en faveur de la transition écologique et solidaire, voilà, au-delà de votre parcours qui est déjà à toutes les deux extrêmement inspirant, mais est-ce que, voilà, si vous pouviez vous parler à quelques années de recul, je vous laisse démarrer, Marcia. Mais je pense que c'est vraiment, je pense que c'est très sage et avisé de ta part cette question d'être accompagné, c'est très intéressant. Ça peut être que par des incubateurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs incubateurs liés à l'économie sociale et circulaire. Et je pense aussi que d'avoir des mentors, c'est très intéressant. Parfois, dans notre cas, j'ai une mentor depuis des années, que c'est une chef d'entreprise. Parfois, quand on regarde autour de soi et qu'on voit quelque chose qui marche, on peut aller voir ces chefs d'entreprise. Il y a souvent des gens qui sont contents de nous donner la main et de nous aider à réfléchir. Parfois, c'est juste ça, c'est un temps de réflexion. Parfois, c'est un coup de fil. Voilà, je suis dans cette impasse. Qu'est-ce que tu me dirais? Et donc, je pense que ça, d'être accompagné par des gens bienveillants, il a l'avantage d'être dans ce domaine solidaire et environnemental, c'est qu'on a autant plus de gens bienveillants et qui ont envie de nous aider. Donc, c'est encore en plus, sans parler des entreprises de la même taille qui sont toujours d'accord pour discuter, pour échanger sur un sujet ou un autre. Et une autre chose, c'est qu'il y a plusieurs prix qui existent. Et c'est bien de s'inscrire parce que ça nous donne plus de visibilité. On a eu les prix du jury de l'innovation de la ville de Paris, on a eu un autre prix à chaque fois. Et ça nous donne de la visibilité. Et donc, c'est intéressant, ça nous fait rencontrer d'autres confrères qui vont devenir aussi des gens avec qui on va parler plus tard. Alors, déjà, premier conseil, n'attendez pas 7 ans. Si vous avez envie de vous lancer, il y a pas mal de dispositifs qui existent pour s'informer. Je pense notamment à des sites comme l'Avise, l'ADEME, le CRES. Bon, il y a énormément de ressources qui existent. Après, deuxième chose, je dirais aller sur le terrain. Il n'y a rien de mieux que d'aller voir quels sont les besoins. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une idée révolutionnaire, disruptive. Non, répondre à un besoin, à faire preuve de bon sens. Et puis, je dirais savoir aussi s'entourer. On ne peut pas y arriver seul. Moi, j'ai commencé à entreprendre seule et ça a été en menant une activité salariée, une vie de famille. Donc c'est bien si on peut s'entourer. Ça c'est chouette parce qu'on ne peut pas tout porter. On ne sait pas tout faire aussi. Faut avoir l'humilité de se dire je ne sais pas tout faire. Moi, je suis pas une pro de la com, je ne suis pas une pro de la finance. Après ça s'apprend bien sûr, mais voilà, pouvoir s'entourer, ça c'est bien et aussi se donner aussi du temps pour soi.
parce que c'est un marathon. Il faut être endurant. Il y a une notion de temporalité qui est importante. Parfois, on attend des réponses, c'est long, on a des refus, le monde s'écroule, et puis tout d'un coup, ça va très vite, on ne sait plus où donner de la tête. Mais voilà, il y a cette notion de temporalité, de savoir aussi anticiper son organisation, ses financements. C'est bien, effectivement, il y a des dispositifs pour avoir des financements, des prix, comme disait Marcia. Mais une fois qu'on a ça, il faut aussi penser à l'après. C'est bien, on a de l'investissement, mais est-ce qu'on a assez pour son besoin en fonds de roulement quand on n'a pas encore nos clients? Voilà. Et puis, comme je disais, je répète surtout aussi du temps pour soi. Ça, c'est important. C'est important de dormir, de s'aérer la tête pour pouvoir mieux réfléchir. Moi, je me suis découverte une passion, en fait, quand je me reposais sur les films d'action. J'adore les films d'action. Ça défoule. Parfait. Regardez des films d'action. Merci infiniment pour vos témoignages extrêmement inspirants. On va vous laisser la parole maintenant si vous avez des questions. Voilà, j'en vois une ici, mais je vous laisse démarrer. Je ne sais pas si on vous... Oui, merci Marcia. Avant tout, merci beaucoup. C'est très, très stimulant d'écouter vos échanges. Ma question pour Marcia et Noklan était de savoir quelle forme juridique vous avez choisie pour la création de votre entreprise et pourquoi. Et en écho à ça, et ça fait aussi écho à la conférence qu'on avait juste avant, dans la série des idées reçues et du besoin de déconstruction, Marguerite, j'aimerais avoir votre avis sur la dimension rentabilité, profitabilité ESS. On a toujours l'impression que quand on travaille dans l'ESS... c'est associatif et qu'on ne gagne pas d'argent. Et voilà, ça m'intéresserait de connaître votre point de vue. Oui, alors, dans notre cas, dans mon cas, j'ai eu d'abord une SARL, une SAS en même temps qu'une association. Et aujourd'hui, j'ai fermé l'SAS pour plusieurs raisons. J'ai tout regroupé sur l'association. Et on est en train de réfléchir sur quel sera si on a besoin ou pas de changer des statuts. Donc, en fait, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de structure idéale. Il y a très longtemps, quand j'ai monté la première, l'SARL, c'était très bien. Elle existe toujours. J'ai un petit peu d'activité dans cette société. Et après, l'association pour la partie insertion, ça allait très bien. Pour la vente des produits, les recyclages, c'était très bien les SAS. Donc, je pense qu'on peut commencer par quelque chose qui a un sens avec l'activité. C'est qu'elle est plus proche. Et tout a des avantages et des inconvénients, évidemment. Donc, c'est ça. Merci. Donc là, je vous laisse répondre. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus se torturer l'esprit à savoir quelle est la meilleure structure juridique. Je pense que de toute façon, on peut toujours changer. Pour les valoristes, on est en association loi 1901, parce que pour moi, dans le projet, c'était déjà un projet collectif. Collectif de gens en fait, qui partagent les mêmes valeurs. Et ça, pour moi, c'était hyper important. C'était important pour moi aussi d'avoir un bureau, des personnes au conseil d'administration qui puissent être aussi garants, qu'on respecte bien toutes ces valeurs, qu'on respecte bien tout ça. Et voilà, l'association, c'était la structure pour moi la plus adaptée. Et je pense que plus tard, j'aimerais sûrement partir sur une société coopérative, une SIC, pour qu'après ça puisse aussi profiter à tous. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus passer trop de temps sur la meilleure structure, parce que comme Marcia, en fait, on peut changer, on peut ouvrir, fermer, voilà. C'est assez flexible, en fait. Pour compléter donc sur votre question sur l'économie sociale et solidaire et le fait que il y a aussi des idées reçues voilà, sur le fait que c'est forcément une ascèse. Quand on travaille dans l'économie sociale et solidaire, il y a encore une notion de charité où en fait ça devrait être un travail bénévole. Alors la culture bénévole est extrêmement importante bien sûr, mais dans le champ économique, de l'économie sociale et solidaire à proprement parler, effectivement il y a un travail d'image aussi à faire, parce que c'est des structures qui portent une activité économique, qui font du chiffre d'affaires, du fait des principes de l'économie sociale et solidaire.
la profitabilité, la lucrativité de l'entreprise est encadrée, limitée, c'est-à-dire que ça ne vient pas enrichir personnellement le dirigeant de l'entreprise. C'est des fonds qui sont systématiquement réinvestis en fait dans le projet de l'entreprise. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui travaillent dans ces structures-là sont tous bénévoles et vivent très mal, surtout dans le contexte économique qu'on connaît. Loin de là, il y a aussi des enjeux d'attractivité de ces métiers. Donc maintenant, les structures font aussi attention à ne pas être trop en dessous des salaires du marché. Et puis voilà, c'est aussi une image qu'on cherche à défendre pour attirer des nouveaux talents dans ces carrières-là. C'est que voilà, l'ESS recrute, l'ESS propose des salaires qui sont tout à fait normaux, qui permettent de vivre tout à fait normalement. Et on est loin des dynamiques de charité ou d'ascèse où il faut absolument renoncer à avoir un mode de vie et un niveau de vie normal pour avoir un travail qui a un impact social et ou environnemental. Donc voilà, mais effectivement, il y a sans doute aussi encore une image à changer sur cet écosystème-là, parce que c'est beaucoup d'entreprises, finalement, qui fonctionnent sur la base du salariat, avec des enjeux économiques. Donc voilà. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Moi, je suis particulièrement obsédé par la question du développement commercial. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez, quel souvenir vous avez de votre première vente, comment est-ce que vous l'avez construite et éventuellement la suite, comment est-ce que ça s'est développé finalement. Merci. Moi, ça va être rapide parce que je n'ai pas encore vendu. La structure est encore jeune. Hein. Le projet existe depuis 2 ans, mais on démarre, nous, notre activité sur le premier trimestre 2023 avec l'installation dans notre atelier. Mais on n'a pas encore vendu. Par contre, j'ai anticipé. On a réalisé des prototypes, réalisé un catalogue et on va prospecter. Voilà. Même si on n'a pas encore d'atelier, il faut toujours anticiper. La vente. Et dans notre cas, on a un produit, donc on vend ce produit aussi bien en boutique physique qu'en boutique qui est une boutique en ligne, et aussi en B2B en proposant les produits à des entreprises. On a aussi une offre plutôt d'animation au sein des entreprises avec des collectes de chaussettes. Donc, c'est toute cette offre aussi, elle s'est agrandie au fur et à mesure que l'activité a grandi également. Par rapport à comment faire. Après, c'est vrai qu'il faut, encore une fois, on peut ne pas tout savoir, mais on fait appel à des professionnels pour nous aider à développer, à savoir exactement comment communiquer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très important si on veut vendre en B2C et aussi en B2B, parce qu'il y a des réseaux comme LinkedIn qu'on va s'en servir pour faire du commercial. Et voilà, c'est en s'entourant des personnes compétentes. Et d'ailleurs, je t'ai rejoint là-dessus. C'est vrai que quand on se demande quelle est ma compétence, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'ai à apprendre et qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire, parce qu'on peut aussi ne pas envie de faire beaucoup de choses, même si quand on est chef d'entreprise, on finit par faire beaucoup de choses qu'on n'aime pas. C'est vrai aussi. mais bon, il vaut mieux s'entourer des gens qui connaissent certains métiers et qui vont nous faire gagner du temps. Vous m'entendez? Oui. Okay. Oui, ma question s'adresse à Noklan par la nature de votre projet. Vous nous parlez de récupération de déchets sur les chantiers. Et donc, moi, tout de suite, j'imagine, il faut beaucoup de logistique, il faut des entrepôts, il faut gérer tout ça. Est-ce que vous pouvez raconter un peu les difficultés et comment vous avez surmonté En fait, ce qu'il y a de difficile, c'est de trouver le bon point de contact, le bon partenaire qui traite le déchet sur un chantier, qui s'occupe de la déchetterie,
est-ce qu'on peut récupérer tout type de bois? Quel est le meilleur bois? Enfin, ouais, il y a différents types de bois. On ne peut pas travailler avec tous les types. Et puis, selon les types de bois, c'est pas les mêmes machines aussi. Donc, il y a eu toute une phase, voilà, d'analyse. Je n'étais pas toute seule. Hein, je suis pas experte sur le bois, mais je suis aussi allée voir d'autres structures qui avaient la même activité, qui ont la même activité, pour avoir leur retour d'expérience. Après, oui, ça demande effectivement de la logistique. Mais l'idée, c'est de travailler seulement avec quelques partenaires, toujours les mêmes, de permettre d'être aussi un point d'apport pour gagner du temps en termes de logistique. Mais ça permet aussi d'apprendre à des personnes en insertion à aller organiser une collecte, à aller rencontrer des partenaires, des fournisseurs, à ensuite rentrer au dépôt. On a un petit atelier, mais donc de rentrer, de pouvoir trier, démanteler. Voilà, apprendre à avoir aussi une logique dans ce qu'on a récupéré. Donc voilà, je sais pas si ça répond à votre question. Oui, je pense. Et l'idée, ça semble enrichissant comme activité pour vous. Oui, parce que en fait, l'idée, c'est aussi que les personnes en insertion, comme je disais au début, elles puissent acquérir des compétences sur différents champs d'activité. Là, c'est de la logistique. Après, quand ils vont travailler le bois, c'est le début de l'artisanat, c'est le début d'utiliser, je sais pas, un outil électroportatif pour travailler dans le BTP. Voilà, donc l'idée, c'est aussi ça. C'est pas juste un seul métier. C'est important de se dire quels sont les emplois repères pour pouvoir développer l'employabilité de ces personnes-là. Beaucoup de synergie, c'est magique. Merci beaucoup pour vos témoignages très très inspirants. Et j'ai une question par rapport au financement, parce que dans l'économie sociale et solidaire, je comprends que c'est plus difficile que dans d'autres secteurs pour se financer. Donc, quelles sont vos expériences dans votre parcours? Comment ça s'est passé? Alors, finalement, c'est pas si difficile non plus. On peut être très bien soutenu. Les banques sont là aussi pour toutes sortes d'entreprises. Et nous, on a eu des financements avec des banques. Après, il y a des banques très spécifiques pour notre secteur, comme la NEF. Il y a des banques qui ne prêtent d'ailleurs qu'à des projets sociaux, solidaires, environnementaux. Et puis, il y a des financements d'État, des régions, de la ville. On a fait appel à toutes sortes de financements depuis que nous avons commencé. Bon, évidemment, il faut faire l'exercice de présenter les comptes, de défendre son modèle de business. Et encore une fois, les gens sont peut-être encore plus bienveillants avec nos entreprises peut-être qu'avec n'importe quelle entreprise. Je ne sais pas, je ne peux pas dire parce que la nôtre qu'elle est comme ça, mais on est très bien accueillis quand on va demander de l'argent. Pour ma part, nous, en étant dans le programme Émergence de France Active, j'ai pu bénéficier donc, on va dire, de plus de facilité, entre guillemets. Dans le programme France Active, il y a un dispositif qui s'appelle la place de l'émergence, où les entrepreneurs vont pitcher devant des financeurs. Et j'ai pu avoir en fait une petite subvention pour réaliser en fait le prototypage. J'ai une subvention de la part de la fondation FAP EDF. Et après en fait le programme Émergence, j'ai pu en fait passer en comité d'engagement auprès de France Active, d'avoir un prêt bancaire. Aussi auprès d'une autre banque privée, le Crédit Coopératif. Et après, je suis partie chercher d'autres subventions, notamment auprès de la région Île-de-France. Il y a de nombreux appels à projets. Moi, j'avais répondu à celui de zéro déchet, économie circulaire. Et ce que j'avais apprécié, c'est que j'ai été quand même bien accompagnée sur
la présentation de ce dossier qui est pas facile. On a un référent pour la région et je vous assure que répondre à un dossier pour la région, c'est hyper exigeant. Et une fois que vous avez répondu à un dossier pour la région, vous pouvez répondre à tout type de dossier. Oui, juste pour rajouter, il y a aussi donc, des subventions de la part de l'État, et puis après, c'est des fondations d'entreprises. Effectivement, c'est assez chronophage, mais voilà, c'est un coup de... Voilà, c'est un plus, mais chercher de l'argent, ça n'a jamais été facile. Après, moi, j'ai mis 0 €. J'ai par contre beaucoup d'engagement et de temps, quelques nuits très courtes. Mais voilà, j'ai rien apporté moi en termes financiers. Effectivement, l'écosystème du financement fléché vers l'ESS est quand même très très foisonnant. Il y a effectivement des financeurs solidaires qui en ont fait leur spécialité. Il y a des banques qui relèvent elles-mêmes de l'ESS. Il y a des banques coopératives, par exemple. Des banques qui s'appuient sur l'épargne citoyenne aussi, qui interviennent beaucoup. Et puis dans le champ des subventions, alors effectivement, à la région, il y a beaucoup de portes d'entrée possibles parce que vous savez que la région a beaucoup de compétences. Mais voilà, dans le champ économique, en tout cas, on accompagne aussi, on finance les structures de l'ESS. On a des dispositifs en investissement pour aider les entreprises à changer d'échelle, à se développer. On a des dispositifs en fonds propres aussi pour venir renforcer le capital de ces entreprises-là. Voilà, donc il y a vraiment une offre assez conséquente. Il faut aller au bon endroit chercher les bonnes informations. En l'occurrence, si vous avez des questions sur l'offre régionale, je suis votre interlocutrice, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis voilà, pour vous rediriger aussi potentiellement vers des acteurs de l'écosystème pour des besoins un peu plus spécifiques, on peut tout à fait vous renseigner. Vous avez vu en bas qu'il y a beaucoup de personnes de la région qui sont présentes aussi pour vous orienter, des partenaires spécialistes de l'entrepreneuriat qui peuvent aussi vous accompagner. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des contacts pour creuser ces questions de financement qui sont effectivement le nerf de la guerre. Messieurs, dames, l'intervention touche à sa fin. Est-ce qu'il y aura une dernière petite question? Très bien. Vous avez la possibilité ensuite d'échanger avec les intervenantes. Donc, merci à tous. Merci beaucoup.